Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Petite surprise aujourd'hui, présentation d'un blog Criminal Anglers, de mon ami Romain en fait. Voilà, criminalanglers.com, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un blog en fait d'un super journaliste halieutique qui m'aide dans le développement de la chaîne Big Boy Perche. Et voilà, il relance un blog cette année. Donc, si vous appréciez Big Boy Perch, vous allez forcément adorer Criminal Anglers. Euh, Criminal Anglers, Big Boy Perch, c'est le même cerveau, c'est la même réflexion. C'est voilà. Donc, vous me verrez en featuring de temps en temps sur le blog. Euh, Big Boy Perch, c'est la version numérique vidéo de Criminal Anglers, et Criminal Anglers, c'est la version écrite de Big Boy Perch. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, et moi je pense que vous allez passer un bon moment sur ce blog. Donc voilà pour ce qui est de la présentation, je mettrai le lien de Criminal Anglers en description de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler je retourne le tableau, de punching et de swimming jig. Voilà, punching et swimming jig. Deux techniques, deux approches différentes, mais qui peuvent être intéressantes en les combinant. Voilà, je trouve quand on pêche du bord, il faut être polyvalent. Et donc, on peut commencer sur la phase de punching et sur la récupération, aller sur du swimming jig. Donc, dans ma vision et dans mon approche personnelle de ces deux techniques. Donc, je vais commencer par parler du punching en le traduisant. Le punching, ça veut dire transpercer, parce que le but de cette technique, de cette approche, c'est de rentrer dans les obstacles, les covers les plus immondes, les plus dégueulasses possibles. C'est-à-dire les couvertures végétales délodées, de jussis, de nénuphars, les buissons, les buissons immergés, les arbres immergés. Enfin bref, les zones, les covers les plus immondes où on ne penserait pas qu'on puisse pêcher dedans. Et le but étant, bah voilà, punching, de transpercer, de passer au travers de ces obstacles. Au niveau du matériel, c'est une version plus light que les Américains, parce que voilà, c'est les Américains qui ont inventé le punching et le swimming jig pour le black bass. Là, c'est une version un peu plus light, mais faut éviter de descendre en dessous de 20 grammes au niveau du poids du montage ou des leurres. Dans le sens où il faut quand même un minimum de poids pour pénétrer dans les obstacles et que le leurre descende assez vite pour déclencher les attaques réflexes. Donc je vais commencer sur la présentation du matériel qui est le même pour moi en fait sur le swimming jig comme pour le punching, même s'il peut y avoir des nuances. Forcément il y a des nuances, mais je suis obligé de parler un peu large quand même sur les techniques. Donc je vais parler d'abord du montage le punching peut se pratiquer avec le Texas Ring, mais dans sa version compacte avec un stop fill, voilà, ou en rubber jig. Voilà. Différents rubber jigs suivant la qualité des obstacles rencontrés. Mais il y a un côté commun à tout cela, c'est qu'il faut que ce soit au-dessus de 20 grammes pour pouvoir voilà, rentrer dans les obstacles. Et l'autre truc aussi, c'est que au niveau des leurres souples, c'est qu'on va essayer d'utiliser des leurres souples qui vont se rapprocher le plus de la nourriture que le poisson va rencontrer dans ses covers. C'est-à-dire des créatures, des écrevisses. Donc voilà, des créatures de ce type-là, qui ressemblent à des écrevisses, comme ceci. Voilà, toujours assez compact. Et si on veut pratiquer en récupération du swimming jig, eh bien, mieux vaut adapter avec des impadices assez gros. Comme ça, il y a une vibration qui s'opère et qui fait que bah, ça le rend plus pêchant sur la phase de récupération. Donc au niveau des poids des têtes des plombales, ben, j'utilise généralement du tungstène. Celle-ci fait 21 grammes, elle est en tungstène, et celle-ci fait 21 grammes et elle est en plomb. Donc vous voyez, pour le côté compact, c'est vachement plus intéressant. Parce que vous allez voir que la discrétion n'est pas
n'est pas la première clé. En tout cas, la discrétion sur le matériel n'est pas n'est pas la priorité. Moi, personnellement, je préfère le tungstène. Au niveau des hameçons, ça va être des hameçons forts de fer, parce que voilà, le combat sera avec force et autorité, donc faut pas que les hameçons s'ouvrent. Donc voilà, des hameçons wide gap avec un tire-bouchon, parce que je trouve que ça tient mieux au niveau du leurre souple. Ou des hameçons droits, je sais pas où ah oui, des hameçons droits, voilà, qui est toujours fort de fer, qui sont intéressants par rapport à l'angle de pénétration, suivant le nœud qu'on utilise. Euh, Au niveau de stop fill, si on utilise le Texas Ring, et si on utilise le rubber jig en swimming jig, on peut utiliser aussi des soft swing bait comme ceci. Voilà. Au niveau de la tresse, ça va surprendre beaucoup, mais c'est minimum 30 centièmes. Voilà, c'est parce que vu qu'on va rentrer dans les obstacles, il y aura énormément de frottements. Et même dans le végétal, la Jussie ou les lodés, c'est énorme, c'est très abrasif. Et la tresse, c'est pas ce qui se fait le mieux au niveau de la résistance de l'abrasion. Donc c'est minimum 30 centièmes. Les Américains, ou quand on peut éviter quand il n'y a pas de brochet, eh bien, on enlève carrément le bas de ligne et on pêche directement en tresse directe. Ah, ça peut choquer. Parce qu'on va se dire, ouais, mais le côté discrétion, mais on s'en fiche parce il y a très peu de visibilité et en plus le poisson va faire des attaques réflexes dans la plupart du temps. Donc, la discrétion du bas de ligne ou du corps de ligne, on s'en fiche. Les Américains peuvent monter jusqu'à 50 centièmes, ou même en France, suivant le poisson recherché. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, ça j'ai oublié de le préciser, on va pouvoir chercher le cendre, la perche, forcément le black bass, le brochet, le silure, le chevenne, enfin bref, tous les carnassiers peuvent être recherchés en punching et swimming jig. Mais la discrétion, elle se fait pas là-dessus, elle se fait sur comment on aborde le poste par la phase de lancer et la phase d'approche en fait. La discrétion, c'est sur l'approche, mais pas sur le matériel. Au niveau de la canne, c'est pareil, ça a des cannes minimum en 7 pieds, au-delà de 2,20 m, 2,40 m, parce que pour l'animation, pour le combat, pour le geste du lancer, c'est toujours plus intéressant. Et le moulinet, un fort ratio, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est des combats avec force et autorité, donc il faut mieux avoir un ratio élevé pour éviter que le poisson puisse faire des tours et des tours autour des branches ou des herbiers. Donc, je pense avoir fait le tour, peut-être pas au niveau du matériel. J'ai fait un petit schéma pour que ce soit plus représentatif et plus facile pour moi dans la description du punching. Le punching, c'est ça, grosso modo. C'est on va lancer en fait au cœur des obstacles et on va prendre appui dans les obstacles pour animer tout simplement en dents de scie sur place, en descente, remontée, en yo-yo ou en jigging. Voilà, le but étant juste de faire des animations sur place et de prendre appui, soit que c'est sur des arbres, des branches, ou ça peut être sur du végétal, comme des élodées, de la jussie, des nénuphars. Euh, voilà. Et généralement, les carnassiers aiment bien rentrer dans les couvertures, dans les herbiers les plus denses, en fait, quand il y a des fronts froids. Donc voilà, on va venir transpercer en fait cette couverture végétale et on va prendre appui sur les zones les plus denses en fait. Et c'est pour ça qu'il faut du matériel XXL. Et pareil, voilà, si c'est du ligneux ou des buissons, toujours prendre appui et une animation euh, en verticale. Ça peut paraître une pêche bourrine, elle est dans la phase de combat, on va dire, et de ferrage, mais autrement, sur l'approche en elle-même, c'est très très chirurgical, dans le sens où le poisson, c'est des zones de repos ou des zones de chasse, mais ça va être des strike zones assez réduites. Donc il va falloir faire des lancers très discrets en pitching ou flipping, c'est-à-dire des lancers sous la canne. Le but étant qu'en fait que le leurre ne fasse pas splotch quand il rentre dans l'eau, et voilà, qu'il soit assez discret. Et c'est pour ça en fait que le poids est très important parce que c'est en fait c'est le poids du leurre en fait qui va transpercer les obstacles et non l'inertie de la vitesse du leurre voilà à l'impact. Donc il faut pas que ça fasse un gros plof. Le but voilà c'est de poser
montage ou le leurre sur la zone voulue. Et comme je vous ai dit, c'est une approche chirurgicale, on peut lancer tous les 30 cm sur le secteur. Voilà, parce que le poisson aura une faible visibilité, surtout dans le végétal où si le leurre lui passe pas devant la gueule, il le verra pas. Donc j'insiste là-dessus, mais il faut vraiment lancer. C'est pas de la pleine eau, c'est-à-dire que le leurre euh, va pas irradier une grande zone, voilà, au niveau de son visuel ou de sa vibration. Donc bien insister sur les secteurs. Moi, quand je pêche un arbre immergé, je vais vraiment le décomposer petit à petit, branche par branche, zone par zone, pour déclencher une attaque. Au niveau des attaques, le punching, on sent assez facilement l'attaque. Mais sur le swimming jig, en fait, quand on va récupérer le leurre, par l'effet d'inertie, quand le poisson va sortir de l'obstacle, le poisson, quelquefois, va dépasser la vitesse de récupération. D'où l'intérêt d'avoir un moulinet à ratio élevé. C'est parce que ça évite, en fait, de perdre de la tension dans son corps de ligne et de ne pas sentir la touche. Au niveau des touches, en fait, ça peut sembler bizarre, mais je ne ferre pas la touche. Je vais ferrer quand je sens le poids du poisson. Alors pourquoi je ne ferre pas la touche? C'est parce qu'on pêche avec des hameçons simples, que ce soit avec le Texas ou le rubber jig, et il faut que le poisson se saisisse bien du leurre. Donc je vais attendre que le poisson s'est bien saisi du leurre pour faire un ferrage de qualité. Parce que si je ferre trop tôt juste à la touche, j'aurais quelquefois tendance à couper, à sectionner la queue de mon leurre ou les appendices de ma créature. Donc le but, en fait, j'anime, et quand je sens la touche, j'attends vraiment de sentir que le poisson part avec le leurre pour ferrer. L'intégrité du poisson aussi est très importante dans ces moments-là, c'est-à-dire que vu qu'on pêche dans des obstacles et que c'est une phase en fait au ferrage et du combat est très courte, il faut vraiment penser à l'intégrité du poisson. Voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte à la surface où on va poser le poisson, au fait que le poisson peut être abîmé en passant dans les branchages, etc., etc. Donc moi, ce que je fais pour un maximum d'intégrité, c'est que j'écrase les ardillons en fait de mes montages ou de mes rubber jigs, comme ça, si j'ai une casse, le poisson pourra se libérer plus facilement du leurre. Voilà. Mais faut vraiment penser à l'intégrité du poisson parce que c'est quand même assez cavalier comme approche sur la phase de ferrage et de combat. Et c'est vrai que le poisson peut facilement être blessé. Moi, s'il y a un risque pour l'intégrité physique du poisson, je pêche pas la zone. Ces zones-là, en fait, ça va être, comme je vous ai dit, c'est des zones de repos, c'est des zones de chasse. Donc voilà, le poisson est vraiment peu regardant sur le diamètre du corps de ligne ou du bas de ligne si on est obligé. Et surtout, voilà, la simplicité est importante dans ces moments-là. C'est-à-dire que même si on utilise pour le brochet, bah voilà, mettre un bout de scotch pour éviter les frottements. Mais c'est pas parce qu'on va utiliser un corps de ligne en 80 centièmes, un bas de ligne en 80 centièmes parce qu'il y a du brochet que ça va rebuter les sandres, le perche ou le black bass. Parce que voilà, on est sur des attaques réflexes encore une fois. Donc voilà, si on doit retenir qu'une chose, devait retenir qu'une chose, c'est qu'il faut du matos XXL, des cannes très grandes, plus de 7 pieds, 2,20 m, 2,40 m, facile, des cannes assez raides, beaucoup de poids pour transpercer, éviter au maximum les bas de ligne et répéter l'action au maximum le plus possible. C'est-à-dire qu'un arbre immergé ou une zone de végétation, le poisson a un visuel pas très grand, surtout dans la végétation, donc il ne faut pas hésiter à vraiment, c'est chirurgical, c'est quelquefois, moi je lance tous les 30 cm. Tous les 30 cm, je vais pitcher voilà, à ratisser le plus proprement possible. C'est pas de la pleine eau. Donc voilà. Donc je pense pas avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous ne pratiquez pas comme cela, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou d'accord avec moi. À partager si vous avez apprécié. Il y a une chose aussi qui a changé sur Big Boy Perch, c'est qu'il y a plus de. J'ai enlevé la publicité, parce que ça allait pas en fait avec mon état d'esprit. Donc voilà, vous serez plus embêté par les pubs. Parce que voilà, en réfléchissant, ça va pas du tout avec l'état d'esprit de Big Boy Perch. Donc voilà. Et n'oubliez pas encore une fois d'aller voir
Criminal Anglers, parce que si vous aimez bien Big Boy Perche, forcément vous aimerez bien le blog de Romain. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Ah.